Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Bon, tout d'abord, merci au professeur Fink pour cette invitation à présenter dans le cadre de ses cours nos travaux qui sont effectués à Thales Recherche et Technologies Palaiseau sur le campus de l'École Polytechnique. Conjugaison de phase en optique, principes et procédés, donc en collaboration avec mon collègue Arnaud Brignon. La diapo suivante est là. Alors voici donc un petit peu les points essentiels de l'exposé. On va s'intéresser donc pour nous au domaine des ondes optiques et des propriétés qui leur sont spécifiques. Et on le verra, il y a certains points qui sont quand même nettement différents des ondes acoustiques quand il s'agit de détecter, de moduler les ondes et de les manipuler. On donnera, je dirais, un petit peu au début les fondamentaux de la conjugaison de phase, en particulier les références de base du domaine, qui, dans certains cas, sont un petit peu anciennes d'ailleurs, les mécanismes physiques qui sont adaptés à la génération de l'onde conjuguée, mais encore une fois dans le domaine de l'optique, et les propriétés spécifiques associées à l'onde conjuguée. L'holographie dynamique, ce domaine de l'optique non linéaire, a un lien très fort avec les techniques de l'holographie issues de l'optique cohérente, mais on enregistre en fait l'hologramme, et Mathias en a un petit peu parlé dans un milieu dit dynamique de l'optique non linéaire. On fait interférer des ondes, il y a 2 ondes, il y a 4 ondes, donc il y a des schémas particuliers adaptés à cette génération de l'onde conjuguée. Ce qu'on va chercher, c'est à obtenir du gain, c'est-à-dire amplifier l'onde signal, l'onde conjuguée, à partir d'une onde de pompe qui pourrait être plus intense, en régime continu, en régime impulsionnel. Et dans la mesure où on est capable d'avoir du gain, eh bien, on peut aussi construire des nouveaux oscillateurs basés sur le mélange à 2 ondes et à 4 ondes. En fait, le point qui va être difficile pour l'expérimentateur, c'est aussi de choisir le matériau adapté à l'application. La non-linéarité peut être d'origine physique extrêmement variée. On montrera des très belles expériences faites avec des non-linéarités avec des lasers continus de faible puissance dans des cristaux dits photoréfractifs à variation d'indice photo-induite, et également de très beaux résultats en utilisant un phénomène assez ancien qui est la diffusion brillouin stimulée dans tout matériau transparent, solide, liquide ou gaz, et également dans les fibres optiques. Et finalement, on peut aussi dire que le milieu laser lui-même pourrait être adapté à la génération d'ondes conjuguées, donc à la fonction du miroir non linéaire. Alors, quelques rappels sur la conjugaison de phase en optique. Vraiment, le principe de base. Le miroir conventionnel, donc l'onde émise par cette source cohérente, se réfléchit en suivant les lois bien connues de l'optique géométrique et de Descartes. Donc tout ça, c'est tout à fait classique. Ce que cherche à faire l'optique non linéaire, c'est en fait la fonction de conjugaison de la phase. Comme le disait Mathias, l'optique a des difficultés pour renverser le temps. Par contre, conjuguer la phase, ça apparaît dans beaucoup de phénomènes physiques que l'on va chercher à exploiter. Alors on écrit ces relations simples. Le champ incident en complexe, c'est une amplitude et une phase, plus le terme de propagation exponentielle I oméga t moins kz, par exemple, dans cette direction-là. Ce qu'on va vouloir générer, c'est son conjugué, donc c'est A conjugué. On gardera la même amplitude, mais on va changer la phase plus phi en moins phi. Et on va se propager dans la direction moins z, donc on change plus k ici en moins k, ou l'inverse. D'où cette fonction du miroir qui est non classique maintenant,
l'onde est émise par ce miroir et l'onde revient sur elle-même et se focalise, si possible dans de bonnes conditions, sur ce point qui a servi à l'émission. Alors une autre propriété qui est assez remarquable et qu'on a vu aussi dans le domaine de l'acoustique, c'est la possibilité, à cause du changement de signe de phi, plus phi qui devient moins phi, donc on va corriger des aberrations dans un milieu qui perturbe fortement la phase, donc un milieu aberrant. Alors le principe vraiment est simple et relativement facile à montrer dans des expériences de laboratoire. Une onde plane, un milieu de propagation, ça peut être l'atmosphère, des composants optiques, des milieux à gain, qui perturbent fortement la phase, donc le front d'onde est fortement déformé. Si on se réfléchit sur un miroir dit à conjugaison de phase, eh bien, l'onde retourne dans la direction moins z. Vous voyez que le front d'onde qui est là a la même forme que le front d'onde incident, ce qui ne serait pas vrai évidemment si on avait un miroir classique ici. Et on repasse dans le milieu aberrant, on extrait le faisceau par une lame séparatrice par exemple, et on récupère ici, on a fait plus phi à l'aller, moins phi au retour, donc on récupère une onde plane dont la qualité est, si tout se passe bien, équivalente à celle de l'onde incidente. Et on peut focaliser cette onde au foyer d'une lentille et obtenir une tâche de diffraction qui répond aux lois classiques de la diffraction d'optique de Fourier, qui évidemment, cette tâche n'a rien à voir avec le faisceau sortant émis par le milieu fortement aberrant. Donc voilà les belles propriétés de l'onde conjuguée. Alors, les références un petit peu anciennes du domaine, comme toujours, on trouve des travaux qui datent des années 60 et qui montraient, dans les techniques de l'holographie tout à fait classiques, que l'image conjuguée de l'hologramme, qui est bien connue des opticiens, eh bien, a cette capacité de corriger la phase quand on passe dans un milieu aberrant. Et c'est le docteur Kogelnik qui a montré ça dans les années 65. Depuis, il a fait beaucoup d'autres choses, puisque c'est un des pères fondateurs de l'optoélectronique et des télécoms optiques. Il a apporté énormément de travaux tout à fait originaux dans beaucoup d'autres domaines de la photonique. Alors après apparaît la notion de miroir non linéaire. Donc là, il y a un progrès, parce que ça date des années déjà 70-72. Et c'est beaucoup les équipes de l'Union soviétique à l'époque, l'Université de Moscou et d'autres labos. Le nom de Dr Zeldovich est très connu dans ce domaine. Et il a remarqué qu'effectivement, une onde qui venait d'une interaction non linéaire comme la diffusion Brillouin, eh bien, présentait des propriétés de conjugaison de phase et elle était capable de s'autocorriger quand elle passait dans un milieu aberrant. Alors, il y a eu beaucoup de travaux dans les fins d'années 70-80, des équipes aux États-Unis à USC, Hellworth, qui est aussi un nom très connu de l'optique non linéaire, Yariv et ses collègues à Caltech, etc., donc qui ont mis en évidence, disons, des propriétés importantes de l'onde conjuguée après interaction non linéaire. Et nous-mêmes, à Thomson CSF à l'époque, donc on a montré donc l'équivalence entre cette onde conjuguée et l'holographie, à l'époque ça s'appelait temps réel, dans des classes de matériaux photoréfractifs qui étaient très rapides et qui répondent à l'échelle milliseconde. Donc voilà, les principes, je dirais un petit peu de base et l'histoire de ce domaine, qui aujourd'hui donc est souvent présenté comme étant l'équivalent de la génération d'une onde par des techniques de l'holographie dites à 2 ondes et à 4 ondes. Donc on va montrer un petit peu plus précisément le principe. Alors le signal et son conjugué, on trouve ça très facilement en optique quand on fait des interférences entre 2 ondes, une onde dite la référence R, plus une onde signal S. Ça fait des franges et le détecteur de l'optique évidemment est quadratique, donc il prend module carré. Alors si on développe cette expression simple, eh bien il y a les 2 termes qui apparaissent,
le S conjugué R plus S R conjugué. Alors habituellement, quand on fait l'holographie sur un matériau sur lequel on imprime les franges d'interférence, peut être un matériau classique, photographique, un photopolymère, eh bien, on prend l'onde de référence et puis on diffracte l'onde signal. Et c'est pour ça qu'on restitue le front d'onde, amplitude et phase, et on a cet objet 3D dans un hologramme conventionnel. Ce qui l'est moins, c'est d'utiliser réellement le signal conjugué, sauf M. Kogelnik qui avait déjà remarqué cet intérêt quand on veut repasser dans un milieu aberrant. Alors dans ce cas-là, on revient avec une onde R qui est en fait antiparallèle à la référence, et on va utiliser ce terme-là de l'hologramme. Et quand on fait le produit de ce terme R par la transparence de l'hologramme, eh bien on génère S conjugué, qui est effectivement l'onde conjuguée en phase de l'onde incidente. Donc, a priori, c'est exactement ce qu'on cherche pour faire toutes ces expériences d'optique non linéaire dites à conjugaison de phase et miroir non linéaire associés. Alors il faut aller un petit peu plus loin. Si on dispose d'un milieu non linéaire, donc quelque chose qui n'est pas photographique, eh bien on pourra faire l'expérience en temps réel et de façon dynamique. Vous avez deux ondes de référence qui interfèrent, deux ondes planes, c'est le plus simple, qui interfèrent avec l'onde signal qui est là. Et on va dire que l'onde de lecture de l'hologramme qui nous intéresse, c'est ce faisceau-là, qui diffracte l'onde conjuguée, effectivement, qui se propage avec les bonnes propriétés, l'onde incidente dans la direction plus Z, l'onde conjuguée dans la direction moins Z, et avec le profil de phase qui convient. Donc on aura réalisé cet hologramme, et on constate que cet hologramme sera efficace, surtout si on travaille sur le terme de modulation spatiale de la phase au niveau de l'hologramme dans le matériau non linéaire. Donc c'est un hologramme de phase à opposer à un hologramme dit d'absorption ou d'amplitude quand on enregistre, je dirais dans l'exemple type, c'est celui du matériau photographique. Mais on verra aussi un cas beaucoup plus intéressant où l'hologramme est hologramme d'amplitude, mais reçoit du gain de la part de l'effet d'inversion de population dans un milieu laser. Alors l'expérience de base qui est associée à ces principes est la suivante, et je dirais que maintenant souvent les étudiants donc la pratiquent au niveau de leur séance de travaux pratiques en général. On part d'une source laser qui est parfaitement cohérente, qui a toutes les bonnes propriétés. On génère nos deux ondes qui vont servir à lire, à enregistrer et à lire la fonction holographique, deux ondes planes, pompe avant, pompe arrière. On a un faisceau signal qui arrive avec un certain angle, donc on reconnaît la fonction de l'hologramme dit hors d'axe, et tout ça interfère dans le volume d'un matériau non linéaire. Par diffraction, on va générer dans la direction qui est ici l'onde conjuguée, et tout milieu aberrant qui distord la phase, eh bien, placé ici, après double passage, vous aurez ici un faisceau qui sera toujours en limite de diffraction et donc d'excellente qualité spatiale. Une notion importante dans ces interactions, c'est la fonction dite de réflexion du miroir non linéaire. On dit ce composant-là se comporte finalement comme un miroir, l'onde arrive et elle repart conjuguée en phase. La réflectivité de ce miroir non linéaire sera définie comme le rapport entre l'intensité de l'onde conjuguée à l'intensité de l'onde sonde incidente, qui en général est très faible vis-à-vis des ondes de pompe. Et en fait, le jeu de cette interaction, c'est de transférer de l'énergie. Si on fait de l'holographie classique, en général, les efficacités sont faibles. Alors on dit il y a 10% d'efficacité. Dans une interaction non linéaire, on va dire je veux transférer de l'énergie des ondes de pompe intenses dans la direction du conjugué et aussi, si possible, dans la direction de l'onde
signal qui sera aussi transmise par le matériau. Donc on veut faire de l'interaction avec gain. Et c'est en fait là tout l'intérêt de certains matériaux non linéaires qui assurent des gains extrêmement élevés. Alors on peut donner un petit peu de formalisme, mais qui est issu de l'optique non linéaire. Alors les étudiants savent bien manipuler ce genre de formule avec le laplacien. On en a vu d'ailleurs un exemple tout à l'heure en acoustique. Et puis il faut un terme dit de polarisation non linéaire. Donc ça traduit le fait que cette interaction génère une nouvelle onde, qui est la conjuguée, qui est proportionnelle aux ondes de pompe, E1, E2, fois le champ conjugué de l'onde incidente, E étoile. Donc on peut développer, je dirais, tout ce formalisme, mais c'est peut-être plus intéressant de regarder beaucoup plus en fait la physique de l'interaction qui est schématisée ici. Vous avez vos deux ondes de pompe E1, E2, le signal et puis le conjugué. Pour l'essentiel, on va dire que nos deux ondes en fait interfèrent, créent un réseau de diffraction dans le volume du matériau, et la diffraction de cette onde par le réseau donne le conjugué. Donc ça répond à l'image que l'on a donnée sur les planches précédentes. Le champ conjugué est proportionnel à ces trois champs. Donc on en déduit un certain nombre de relations intéressantes sur les vecteurs K, le vecteur K de l'onde conjuguée, K1 plus K2 moins le K de l'onde de sonde, sur les fréquences, donc ça c'est intéressant, oméga 1 plus oméga 2 moins la fréquence de l'onde de sonde. Alors si toutes nos fréquences sont les mêmes, on dit que l'interaction est dégénérée, les ondes sont issues rigoureusement de la même source. Néanmoins, on a le droit de décaler légèrement nos fréquences par une quantité delta qui sera petite par rapport au temps de réponse de la non-linéarité. Et si l'onde sonde est décalée de oméga plus delta, eh bien, le conjugué sera oméga moins delta. Donc on est dans ce qu'on appelle le mélange à quatre ondes. Il y a quatre ondes, deux pompes, le signal, le conjugué, qui interfèrent et qui interagissent dans le volume de ce matériau non linéaire. Bon, on ne détaille pas ce formalisme, mais ça, c'est justement pour montrer, mais on le verra plutôt autrement, que si on déroule un peu toutes ces formules, eh bien, de l'optique non linéaire, on nous dit oui, il peut y avoir du transfert des ondes de pompe vers le signal, vers le conjugué, avec des réflexions de l'onde conjuguée qui sont importantes, nettement supérieures à nullité, et aussi du gain sur le signal transmis. Alors, on va le voir certainement de façon un peu différente dans d'autres schémas. Un schéma encore plus simple qui est ici, il n'y a pas d'onde de pompe, l'onde signal, on focalise l'onde signal dans le matériau non linéaire, et finalement, les ondes de pompe se créent d'elles-mêmes à partir du bruit propre aux matériaux, aux interfaces. L'onde réfléchit sur les interfaces, ce qui crée un certain nombre de réseaux extrêmement complexes dans le volume des matériaux. C'est en fait ce qu'on appelle souvent en optique cohérente le speckle. Donc c'est un spectre de bruit au niveau spatial. Et en fait, la structure s'auto-organise d'elle-même pour que l'onde incidente qui arrive rétrodiffuse dans tout le volume une onde qui est bien la conjuguée, à la fois sur la phase et sur la direction de propagation, dans la direction moins z. Donc ça, c'est une structure extrêmement élégante. Alors, il n'y a pas de gain, puisqu'il y a une seule onde qui est incidente sur le matériau. Néanmoins, on peut avoir un coefficient de réflexion qui est proche de 100% dans certains types d'interactions. On peut voir aussi les choses un petit peu autrement, c'est-à-dire prendre le matériau d'interaction, l'onde incidente, et en fait, les deux ondes de pompe que l'on a schématisées tout à l'heure peuvent en fait se créer tout simplement par création d'une boucle dans le volume du matériau lui-même. Et en fait, c'est ces deux ondes E1, E2 qui sont antiparallèles qui vont jouer le rôle de pompe et diffracter le conjugué. Peut-être un petit peu plus compliqué, mais ça marche aussi dans de bonnes conditions. C'est le matériau est tout simplement une boucle.
Et encore une fois, cette structure s'auto-organise d'elle-même au bout d'une certaine constante de tantôt pour que l'onde incidente dans cette direction-là génère sa propre onde conjuguée avec l'ensemble des bonnes propriétés. Alors ça, ce sont des interactions qui démarrent en fait uniquement sur le bruit propre aux matériaux et au réseau qui s'auto-organise dans le volume pour générer l'onde conjuguée. Alors une vision simplifiée de tous ces phénomènes, aussi bien pour l'amplification des ondes à la fois sur le signal ou le conjugué, est la suivante. Et là, on peut en fait raisonner tout simplement avec deux ondes. Une onde dite de pompe et toujours cette onde, signal, sonde, qui est très faible en intensité par rapport à la pompe. Ce qu'on veut, en fait, c'est transférer de l'énergie de l'onde de pompe dans cette direction-là. Et on veut que les deux champs s'additionnent. On veut que le champ qui sera diffracté par le réseau s'additionne parfaitement avec l'onde signal incidente. Alors là, on se rappelle quelques éléments du cours de diffraction des ondes. On sait qu'un réseau de phase, une modulation spatiale de l'indice, diffracte de façon efficace, certes, mais ça induit aussi un déphasage, une composante de phase qui est égale à pi sur 2. C'est la bande latérale qui est en quadrature par rapport à la porteuse. Et alors ce pi sur 2, si on veut que nos deux ondes, à la fois le diffracté et l'incident, soient en phase, eh bien, il faut plutôt le soustraire. Alors, il faut faire plus pi sur 2, moins pi sur 2. Comment faire moins pi sur 2 ? Eh bien, il suffit que le réseau d'indices, donc le petit miroir là, qui constitue le réseau d'indices, soit légèrement décalé pour enlever pi sur 2 à la diffraction. Et dans ce cas-là, c'est vrai, nos deux ondes vont être rigoureusement en phase et le contraste du réseau eh bien, va s'amplifier de façon exponentielle quand on se propage dans l'épaisseur du matériau non linéaire. Alors ça, c'est un phénomène de gain extrêmement puissant. On donnera quelques ordres de grandeur sur les coefficients de gain par unité de longueur. Si le mécanisme physique ne fait pas lui-même ce décalage de pi sur 2, on peut l'aider. On peut l'aider en fait en décalant un petit peu en fréquence l'une des ondes, la pompe ou la sonde. Ici, c'est la pompe avec un miroir piezo qui induit un léger décalage Doppler sur l'une des ondes et ce réseau devient mobile. Et on joue avec l'inertie du matériau en fait pour que la variation d'indice effectivement s'installe dans le matériau, mais avec un léger retard spatial par rapport à la figure d'interférence qui est mobile en fonction du décalage de fréquence. Et en fait, il faut tout simplement que ce décalage de fréquence, delta oméga, soit de l'ordre de 1 sur tau, tau étant le temps de réponse du milieu non linéaire. Alors voilà, clairement, en fait, l'origine physique du gain, elle est là, c'est le décalage en fait, spatial, ce pi sur 2 qu'il faut enlever ou ajouter pour obtenir l'addition cohérente des ondes, aussi bien dans le signal transmis que dans le signal conjugué quand on relie cette interaction avec deux ondes de pompe antiparallèles. Alors effectivement, on peut aussi mettre quelques équations sur cette interaction. Les équations sont beaucoup plus simples d'ailleurs que quand on approche le problème avec l'optique non linéaire qui est toujours plus complexe. On écrit que la variation d'indice suit le réseau d'interférence à un terme près qui est le décalage spatial figé du réseau. Et si on fait ça, eh bien, on montre que toutes les ondes, aussi bien l'onde transmise que l'onde conjuguée, eh bien, subissent un gain exponentiel gamma. Moins alpha, c'est les pertes du matériau, donc en général, c'est relativement faible, fois la longueur d'interaction du cristal qui sera utilisé ou de tout autre matériau. Alors, quelques formules simples, c'est que gamma est donné tout simplement par ces termes, qui sont des termes de phase, on voit bien, par unité de longueur. 4pi delta n, c'est la variation d'indice qui est induite
par le réseau. Ce sinus phi, alors évidemment, le meilleur gain, c'est phi égale pi sur 2, divisé par lambda, longueur d'onde. Si on n'a pas ce phi de pi sur 2, eh bien, on décale en fréquence l'une des ondes et on a cette valeur du gain, aussi bien dans les interactions dites à 2 ondes ou à 4 ondes. Ce qui est intéressant, encore une fois, donc c'est le gain sur le signal, le gain sur le conjugué, tout ça est proportionnel à exponentielle gamma moins alpha fois L. Ce qui est intéressant, c'est les ordres de grandeur. Si on met une longueur d'onde typique du visible, un changement d'indice dû au réseau photo-induit dans le matériau non linéaire de l'ordre de 10-4, 10-5, ce qui est faible vis-à-vis de l'indice évidemment du milieu, une longueur d'interaction de l'ordre du centimètre, on constate qu'on a des gains qui sont de l'ordre de 2 à 25, voire 30 cm moins 1. Donc un tout petit signal va être amplifié d'un facteur, plusieurs ordres de grandeur, 100, 1000, 10 000, si on optimise correctement l'interaction et les paramètres de l'interaction qui sont là. Donc c'est un gain exponentiel extrêmement efficace qui ouvre des applications extrêmement intéressantes dans le domaine de l'imagerie, de nouveaux types d'oscillateurs, oscillateurs en anneaux, oscillateurs dits à conjugaison de phase, des cavités auto-alignées. C'est un domaine qui est en fait à la frontière de l'optique non linéaire, disons plus classique, et de l'optique cohérente ou de l'holographie, qu'on peut appeler maintenant holographie non linéaire. Donc on est, je dirais, à la fois des deux côtés des domaines d'application de l'optique cohérente. Et pour, évidemment, utiliser ces mécanismes, il nous faut choisir le bon matériau non linéaire qui a les propriétés en termes, évidemment, de qualité, de réflectivité de l'onde conjuguée, qualité optique, bien sûr, et on a à Thales et bien avant à Thomson CSF LCR, donc une longue expérience de ces trois types de non-linéarité qui sont les cristaux photoréfractifs, la diffusion Brillouin stimulée qui est bien connue du domaine de l'optique non linéaire, et puis en fait là on est revenu aussi même au milieu laser lui-même qui est pompé par des flashs, par des diodes et qui peut constituer aussi d'excellents miroirs non linéaires à conjugaison de phase. Alors, c'est les trois matériaux qu'on a choisis, mais en fait, il y a éventuellement beaucoup d'autres possibilités parmi tous ces mécanismes physiques qui sont susceptibles en fait de changer les indices ou l'absorption sous l'action d'une figure d'interférence, 2 ondes, 4 ondes. Donc, le résultat, c'est toujours en fait un réseau de diffraction qui est imprimé dans le volume du milieu. Les effets thermiques peuvent jouer un rôle, en particulier dans les cristaux liquides où il y a des forts dN sur dt, quand on est au voisinage de la transition, par exemple. Il y a des effets de réorientation par effet Kerr, cristaux liquides ou autres liquides d'ailleurs. Des mécanismes de saturation d'absorption dans les cristaux dopés, CR4+, dans les colorants et d'autres. Le milieu laser, mais on précisera un peu mieux les modes de fonctionnement de cette interaction. Les semi-conducteurs offrent aussi des générations d'indices par injection de porteurs optiques sous l'action des interférences entre deux faisceaux, pompes-sondes, CDT, lasgas, silicium et bien d'autres. Photoréfractifs, on précisera les mécanismes dans des cristaux comme niobate de lithium, le BSO, l'asga, titane de barium, etc. Donc, le choix du matériau résulte, en fait, on le montrera, toujours d'un compromis entre les applications. La longueur d'onde, est-ce qu'on est dans le visible ou dans le proche infrarouge? Est-ce qu'on travaille avec un laser continu, un laser impulsionnel, etc. Donc, le choix, en fait, est jamais très simple parce que, comme souvent dans ces domaines, vous ne trouverez jamais le matériau qui possède l'ensemble des bonnes propriétés sur
l'ensemble des paramètres en général. Alors, les non-linéarités photoréfractives sont présentées avec un petit peu plus de détails ici. Encore une fois, c'est des mécanismes qui ont été observés il y a déjà quelque temps, dans les années 60, encore une fois, toujours à Bell Lab, dans les cristaux classiques de niobate de lithium, qui sont de très bons matériaux électro-optiques. Et on avait constaté que si on focalisait suffisamment de laser dans ces matériaux, eh bien, on perdait les qualités spatiales du faisceau, on induisait de la diffusion, du bruit, et le cristal, évidemment, n'était plus adapté à des applications de modulateurs ou de doublage de fréquences, par exemple. Alors, le schéma en fait, qu'on utilise pour expliquer le mécanisme de changement d'indice sous l'action du faisceau laser incident dans le domaine du visible est issu des semi-conducteurs. Hein, c'est un modèle en fait électron-trou. Les photons incidents génèrent des paires électrons-trous, les électrons diffusent dans la bande de condition et vont se repiéger. Donc, sous illumination, on crée en fait des accumulations de charges, charge moins, charge plus, transport par électron ici, on peut aussi avoir des transports par trou. Et si on accumule des charges, eh bien, on sait qu'on fait un champ électrique local qui est donné par cette relation-là, divergence de E égale ρ sur epsilon. Ρ, c'est la densité de charge accumulée localement dans le volume du cristal. Alors, dans toutes ces expériences de conjugaison de phase, il faut toujours imprimer des interférences, donc des modulations sinusoïdales avec une modulation spatiale du réseau. Ça, c'est la période spatiale. On reprend le même schéma, c'est-à-dire qu'on génère des photoélectrons qui se piègent, qui s'accumulent, donc se crée une charge d'espace. Et le matériau étant électro-optique, eh bien, toute variation du champ de charge d'espace va créer une modulation spatiale de l'indice. Et il se trouve que dans ces matériaux, très souvent, cette variation d'indice est décalée spatialement, donc on aura des effets de gain sur la génération de l'onde conjuguée. Encore une fois, le problème, si on regarde sur le plan un petit peu plus du formalisme et de l'ensemble des mécanismes physiques, peut être rendu assez complexe parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. C'est un peu de la physique du semi-conducteur, mais dans des matériaux qui sont plutôt semi-isolants, donc qui ont des fortes résistivités. La résistivité diminue fortement sous l'illumination par les interférences. Et il faut retenir quelques formules simples qui sont la variation d'indice que l'on induit par effet électro-optique qui est donnée par cette relation. 1,5 de n cube R, c'est le coefficient électro-optique fois le champ de charge d'espace du matériau. Il y a un temps de réponse qui est associé au matériau, qui est la relaxation diélectrique, c'est epsilon sur sigma, qui dépend évidemment du niveau d'éclairement du matériau. Quand il n'y a pas de champ appliqué, eh bien, on est dans le cas justement pi sur 2, donc on va être dans les conditions d'un transfert d'énergie sur l'onde signal, sur l'onde conjuguée, et qui sera extrêmement efficace. Juste pour situer les ordres de grandeur du gain exponentiel, entre quelques centimètres moins 1 jusqu'à 20 à 30 centimètres moins 1, dans les matériaux qui seront les plus efficaces. On a listé peut-être les plus connus, mais il y en a beaucoup d'autres. Évidemment, l'interaction avec l'onde conjuguée résulte d'un compromis. Pour une intensité incidente donnée, ici une centaine de milliwatts par centimètre carré, on aura des matériaux qui seront rapides, mais à gain moyen, disons, de quelques centimètres moins 1. Des matériaux lents, tels que le cristal de titanate de barium, mais à gain extrêmement élevé, de l'ordre de 30 centimètres moins 1, à cause de cette valeur du coefficient électro-optique qui est tout à fait exceptionnel, 1200 picomètres par volt, c'est 2 ou 3 ordres de grandeur par rapport aux matériaux conventionnels.
Et puis évidemment des situations intermédiaires pour des cristaux où les temps de réponse seront dans la fraction de seconde avec un bon coefficient électro-optique de 200 picomètres par exemple. À noter pour ces classes de matériaux, les BSO, les familles des matériaux semi-conducteurs, LASGA, CDT et d'autres, ces matériaux répondent à des temps de réponse du type dizaines de millisecondes, avec des puissances laser qui sont encore faibles. Par contre, ils n'ont un gain qui sera significatif, certes, mais inférieur à celui, évidemment, du titane de barium. Alors, quelques expériences qui illustrent vraiment bien les propriétés de l'onde conjuguée dans ces expériences avec les cristaux photoréfractifs. Une diapositive, le milieu de propagation et on interpose un milieu fortement aberrant. Donc, vous voyez le front d'onde qui sort du matériau. On fait le mélange à 4 ondes avec les 2 ondes de pompe antiparallèles. Et si on repasse dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que les 2 ondes ici sont parfaitement bien antiparallèles, eh bien, on repasse rigoureusement dans le milieu aberrant et on restitue une image non distordue. Donc voici l'image en direct issue du milieu aberrant. Et par conjugaison de phase, mélange 4 ondes, eh bien, on restitue parfaitement la grille de la diapositive initiale. Alors voilà ce qui se passe si, et ça correspond d'ailleurs un petit peu au commentaire tout à l'heure de Mathias en acoustique, si on dérègle un tout petit peu l'incidence du vecteur K, eh bien tous nos centres ici de diffusion, si on peut dire, de remise en phase de l'onde avec la bonne loi de phase, eh bien ne sont plus parfaitement corrélés. Et puis l'onde est plus tout à fait corrigée en phase. Elle va repasser certes dans le milieu aberrateur, mais on aura en fait une image dégradée encore même par rapport au simple passage dans le matériau. Des applications, mais on en verra, je pense, plus dans le cadre de la séance de la semaine prochaine, des applications à l'interférométrie, et c'est encore une fois issu de montages du type holographie. C'est une expérience de mélange à 2 ondes, mais qui fonctionne dans les mêmes conditions si on travaille sur l'onde conjuguée. C'est l'onde signal qui est un objet du type haut-parleur, donc une structure qui vibre. L'onde de référence qui en fait constitue l'onde de pompe. Et l'onde de pompe, si on décale en fréquence correctement à l'aide de ce miroir piezo, eh bien, va transférer de l'énergie dans la direction de l'onde signal incidente. Alors, sans décalage de fréquence, donc on a une onde signal qui est extrêmement faible, qui est détectée sur cette caméra. En présence du décalage en fréquence convenable, eh bien, on amplifie cette image, donc ce qui est nettement visible d'un facteur 20, je crois, dans l'expérience, qui est détecté sur la caméra. Et si cet objet, en plus, eh bien, se met à vibrer, évidemment, les parties fixes de cet objet vont donner le maximum de gain. On aura en fait une partie de cette image qui est là. Si cette partie vibre, avec une certaine amplitude de vibration qui est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde optique, eh bien, on détruit les conditions de gain et on aura un contraste de l'image en fait, qui évolue entre celui-ci et celui-ci. D'où des applications en fait, à la visualisation, à l'interférométrie de structures vibrantes. C'est dynamique, c'est-à-dire que si on change évidemment la fréquence de vibration, eh bien, il y a une nouvelle image qui apparaît. Alors, on va exploiter sur cette planche les propriétés du gain 2 ondes et 4 ondes. On a vu qu'on pouvait amplifier l'onde signal, on pouvait amplifier l'onde conjuguée. Donc, quand on a en fait un milieu amplificateur,
il est très facile de le transformer en un oscillateur. Il suffit d'ajouter une boucle de contre-réaction, ici faite optiquement. En cavité 2 ondes, c'est assez facile. Vous reconnaissez ici l'onde de pompe, le cristal, et tout simplement, à partir du bruit, eh bien, on va initier un spectre d'ondes qui va commencer à se réfléchir sur ces miroirs, qui va recevoir du gain, et à l'état stationnaire, eh bien, on va avoir une onde ou une structure de mode de la cavité qui s'établit et qui dépendra un petit peu, évidemment, des conditions de filtrage de l'onde, de l'amplitude du gain dû au matériau photoréfractif. On se trouve, par exemple, ici dans les cas d'une oscillation avec un mode qui est à peu près le mode fondamental, avec un faisceau gaussien. On peut avoir des modes d'ordre plus élevé en jouant sur la géométrie de la cavité. Et ces structures, en fait, évoluent un petit peu en fonction du champ électrique appliqué, de l'angle entre les faisceaux, entre la pompe et le signal de sonde. Ce qui est intéressant, c'est que le faisceau trouve lui-même son chemin pour optimiser le gain et également, si besoin, pour optimiser sa fréquence, son décalage de fréquence. Donc, en fait, le réseau dans le matériau peut être mobile, il glisse avec une quantité delta oméga du décalage de fréquence, et delta oméga en général est de l'ordre de 1 sur tau, le temps de réponse du matériau non linéaire. Donc ça, c'est la cavité dite à 2 ondes, qui ressemble tout à fait à la figure de mode que l'on obtient avec un milieu laser plus conventionnel, sauf que la physique, évidemment, du mécanisme de gain est totalement différente du milieu classique qui est pompé par des flashs, qui est pompé par des diodes. Alors là, on revient plus précisément sur la conjugaison de phase, à savoir qu'on va chercher à optimiser l'interaction, l'intensité pompe, l'angle entre les faisceaux, le champ électrique appliqué, de façon à obtenir un conjugué qui soit nettement plus intense que l'onde signal incidente. Alors encore une fois, on peut mettre un miroir qui serait placé à peu près en perpendiculaire à ce trajet optique qui est là, qui définit en fait l'axe de la cavité. Et ce type d'interaction démarre sur le bruit, c'est-à-dire que on a toujours un petit peu de lumière évidemment diffusée, rétrodiffusée par le matériau, qui se réfléchit sur le miroir, mais qui rebondit sur le miroir non linéaire, donc qui va recevoir du gain, et l'oscillation s'installe en fait entre ce miroir plan et le miroir non linéaire à conjugaison de phase. Une propriété d'ailleurs qu'on met facilement en évidence, c'est que si on place un milieu aberrant à l'intérieur de cette cavité, eh bien la cavité continue totalement à osciller, sans perturbation, puisqu'en fait l'origine de la phase est celle du miroir plan qui va servir à démarrer l'oscillation. C'est totalement indépendant de toute perturbation intracavité dans la configuration du mélange à 4 ondes. Alors une manip très spectaculaire qui a été faite en 1981 exactement par Jack Feinberg à l'université de USC, c'est utiliser titanate de barium qui a tellement de gains que finalement l'oscillation peut démarrer sur un point brillant ici de sa spatule. La cavité s'installe entre ce point-là et le miroir non linéaire qui constitue le cristal de titanate de barium, qui est pompé par ces 2 ondes E1, E2, donc ça c'est les 2 champs de pompe, et le signal et son conjugué qui crée l'oscillation dans la cavité. Donc on est dans le cas où le temps d'établissement du réseau sera de quelques secondes dans ce schéma-là, mais avec un gain sur l'onde réfléchie qui est de l'ordre de 2 ordres de grandeur, de plusieurs centaines,
et ce qui explique que finalement l'oscillation s'installe sur un miroir, entre parenthèses, de très mauvaise qualité. Il n'y a aucune qualité optique sur ce composant. Alors si on regarde d'ailleurs de façon un petit peu plus précise la trace du faisceau dans le milieu non linéaire, qui ici encore une fois est le cristal de titanate de barium, eh bien, à l'instant t égale 0, eh bien, le faisceau passe de façon tout à fait habituelle, avec les lois classiques de la réfraction. Et au bout de quelques secondes, ici une dizaine de secondes, c'est le temps d'établissement de l'onde conjuguée, eh bien, on constate que c'est en fait installé, auto-organisé, un effet de cavité dans le cristal lui-même qui génère sa propre onde conjuguée, avec une réflectivité qui n'est pas du tout négligeable, de l'ordre de 50 à 60%. De façon encore un petit peu plus visible, d'ailleurs, dans un cristal ici avec le faisceau vert, on repère la trace du faisceau, la cavité en boucle qui s'est formée, en fait, simplement par réflexion sur les interfaces, et on génère l'onde conjuguée. Alors un autre mécanisme physique aussi qui est tout à fait adapté à la génération des ondes conjuguées, c'est la diffusion Brillouin stimulée, et là qui fait bien le lien, d'ailleurs on le montrera, avec le domaine de l'acoustique, puisque à l'origine, finalement, ce qui fait démarrer l'onde conjuguée et les oscillations dans un certain nombre des applications, eh bien c'est les phonons acoustiques qui diffusent le faisceau laser incident. Alors l'expérience est extrêmement simple et élégante en fait. C'est le faisceau incident qui peut avoir subi des distorsions, donc le front d'onde peut être perturbé. On focalise le faisceau gaussien dans le volume d'un matériau. Ça peut être du liquide, ça peut être des gaz haute pression, ça peut être tout simplement de la silice ou des fibres, monomodes, multimodes de préférence. Certains matériaux ont des effets Brillouin peut-être un peu plus significatifs dans des cristaux. Et ce qu'effectivement avait remarqué Zeldovich dès les années 70, c'est que l'onde qui revient est en fait la conjuguée en phase de l'onde incidente. Donc si on repasse dans le milieu aberrant, eh bien, on sera capable de restituer ce pic de diffraction, d'où un gain de brillance, évidemment, si on est dans des applications laser, important par rapport à ce qu'on aurait sans correction de phase, sans conjugaison de phase. Alors comment expliquer, je dirais un petit peu avec les mains, cette interaction qui démarre aussi à partir du bruit, elle n'est pas injectée dans le schéma précédent. L'explication simple en fait est la suivante: le faisceau laser, des ondelettes entre guillemets diffusées par les phonons acoustiques sous l'impact du faisceau laser incident. Donc il y a un décalage de fréquence en fait de ces ondes diffusées par rapport à la fréquence de l'onde laser initiale, et on va créer en fait un réseau acoustique qui, par effet d'électrostriction, eh bien, va conduire à effet d'électrostriction pour l'acoustique et effet lasso-optique pour le changement d'indice, va conduire donc à un réseau acoustique assez bien organisé dans tout le volume du matériau. On reconnaît en fait l'équivalent d'un réseau de Bragg qui va diffracter l'onde incidente, mais l'onde incidente en fait sera la conjuguée par rétrodiffraction, sera la conjuguée en phase de l'onde incidente. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement intéressant parce que, encore une fois, il n'y a pas d'onde annexe, d'onde de pompe qui va servir à initier le phénomène dans cette géométrie-là. On peut évidemment regarder d'un petit peu plus près la physique de l'interaction qui ressemble beaucoup à une diffraction acousto-optique de volume
avec une onde acoustique qui change l'indice par effet élasto-optique, et l'onde incidente est diffractée en volume sous l'action de cette perturbation de l'indice. On a un décalage de fréquence qui est lié en fait à la vitesse de propagation du son et à la longueur d'onde du faisceau laser de pompe. Une autre façon de voir les choses, et encore une fois on l'a presque dit en acoustique, ça a tendance à marcher d'autant mieux, cette interaction dans le volume par bruit loin, que le champ optique est extrêmement complexe. Et il vaut mieux en fait souvent avoir en fait l'équivalent d'un speckle, d'une onde dans le volume qui interfère en fait avec l'onde incidente, et puis aussi beaucoup de lumière diffusée au niveau des interfaces, ce qui crée un gradient de champ extrêmement intense et qui en général favorise l'effet bruit loin, la génération de l'onde conjuguée par rétrodiffusion et la qualité, la fidélité de l'onde conjuguée. Alors, ce qui est un petit peu caractéristique de bruit loin, c'est l'apparition d'un seuil, c'est-à-dire qu'il faut dépasser ce seuil sur l'intensité du faisceau de pompe pour obtenir un effet significatif. Par contre, une fois qu'on a dépassé ce seuil, eh bien, on démarre aussi sur des lois exponentielles de gain, GIL, donc il faut que I soit suffisamment grand, ou on peut jouer aussi avec la longueur d'interaction du matériau. Et encore une fois, il faut, vis-à-vis du gain, enlever les pertes par absorption éventuelles dans le matériau. Ce qui est intéressant dans Brillouin, c'est aussi d'exploiter la largeur de raie. La largeur de Brillouin est faible, donc c'est en fait équivalent à l'équivalent d'un filtre spectral qui a des fonctions intéressantes pour des applications laser. Alors typiquement, la conjugaison de phase par effet Brillouin est donnée par cette courbe caractéristique de la réflectivité de l'onde en fonction du produit GIL, donc qui est en fait le gain reçu par l'onde dans le matériau d'interaction. Cet effet de seuil est très net ici, et après vous démarrez très vite vers une réflectivité de l'onde qui atteint des valeurs aussi élevées que 80, 90, 95%. Ce mécanisme se manifeste aussi bien dans les gaz, en général à haute pression. On travaille souvent, et on l'a utilisé dans l'azote à une dizaine d'atmosphères. Dans les liquides, bien qu'aujourd'hui on préfère plutôt les solides, en particulier la silice, dont le gain brillouin est peut-être plus faible, mais qui permet en général de bonnes tenues au flux, et aussi de fonctionner dans de la silice, mais sous forme d'une fibre optique, c'est-à-dire que la longueur d'interaction devient très grande, donc L est grand, ce qui, pour un gain brillouin donné, permet de diminuer en tout cas très nettement l'effet de seuil. Alors quand on regarde des fois aussi ce problème, c'est la polarisation de l'onde. On n'en parle pas toujours, mais en fait ce problème existe. Dans toutes ces interactions non linéaires, eh bien, il est préférable, pour avoir des interactions efficaces, eh bien, que les polarisations des ondes soient conservées, que les ondes qui interfèrent aient même polarisation. Alors on arrive en général à récupérer les deux composantes de polarisation, vous voyez ici avec un séparateur, à retourner de 90 degrés l'une des polarisations et à faire interférer en fait ces deux composantes dans la cellule brillouin ou dans tout autre matériau non linéaire. Donc c'est ce qui permet des interactions conjugaison de phase dans des milieux qui éventuellement dépolarisent fortement la propagation du faisceau laser. Des exemples de résultats expérimentaux, mais on peut en trouver beaucoup d'autres, qui montrent l'effet de seuil et puis des valeurs significatives de la réflectivité. Ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de la fibre dans cette configuration, une fibre qui est longue de quelques mètres, ou voire un petit peu plus, et qui permet, vous voyez, il y a l'équivalent d'un amplificateur brillouin à ce niveau-là, c'est une très grosse fibre, plus la partie de la fibre multimode
mais qui reste à faible cœur, en général dans la centaine de micromètres de cœur, et qui permet donc de réduire très nettement les seuils, des valeurs de seuil qui sont de l'ordre de 50 à 100 microjoules. Donc c'est des gains de 2 ordres de grandeur par rapport aux valeurs habituelles. Alors, quelques caractéristiques de l'effet Brillouin. Il y a des paramètres qui sont extrêmement intéressants. Le gain Brillouin peut être élevé dans certaines conditions. La largeur de gain est faible. Si on travaille dans de la silice, par exemple, dans une fibre, eh bien, la largeur de gain Brillouin, c'est 10 MHz, donc c'est une interaction spectralement étroite. C'est bien adapté à des expériences avec des lasers impulsionnels de quelques dizaines ou un peu plus nanosecondes. Il faut faire attention au temps de réponse propre de l'interaction par rapport à la durée de l'impulsion laser. Et dans l'ensemble, on a plutôt dans ces mécanismes non linéaires une bonne fidélité du conjugué, et on dira même que la fidélité souvent est améliorée si le champ optique incident est plutôt complexe, résulte en fait de l'interférence de beaucoup de modes d'un speckle pour générer donc une fidélité de l'onde qui soit tout à fait adaptée aux besoins de l'application. Comme toujours, il y a des effets parasites. À tout effet non linéaire, il y a l'aspect positif, mais il y a aussi l'aspect négatif, à savoir l'absorption et la compétition avec des effets thermiques ou des effets de claquage diélectrique si le champ laser est trop focalisé dans le matériau. Et puis avant Brillouin, il y a un certain effet de seuil à l'effet Brillouin, et puis on connaît que si on va un petit peu plus haut en énergie, et pas tant que ça, eh bien, on rencontre d'autres mécanismes non linéaires, en particulier l'effet Raman. Donc, il faut se situer très correctement par rapport à ces mécanismes qui entrent en compétition avec l'effet principal recherché, qui, évidemment, est l'effet Brillouin, pour obtenir une bonne fidélité de la conjugaison de phase. Alors, dernière partie, l'utilisation du matériau laser lui-même en tant que miroir conjugué. Alors, l'expérience est aussi assez facile en laboratoire à démontrer. Voici un milieu à gain classique, ça peut être du matériau du type YAG ou équivalent, qui est pompé par des flashs ou par des diodes. Eh bien, dans ce matériau laser, il est capable évidemment d'amplifier une onde incidente, mais il est aussi capable d'amplifier l'interférence de 2 ondes incidentes, A1 et A2, qui créent un réseau d'interférences, et on voit bien qu'on rencontre de nouveau les notions d'holographie dynamique. Et c'est un réseau de gain, donc c'est un réseau d'amplitude, et l'amplitude est augmentée par l'effet d'inversion de population. Et si on regarde en fait le réseau d'interférence dans les régions brillantes des franges, le maximum d'intensité, eh bien on sait qu'on reçoit moins de gains. Donc en fait, on a interférence et gain dans ce cas-là qui ne sont pas à pi sur 2, mais au contraire qui sont en opposition de phase. Et ça change beaucoup de choses quand on développe le formalisme de la conjugaison de phase dans ce matériau laser. Il y a un déphasage de pi, et c'est une modulation d'amplitude, et non pas une modulation de phase. Alors le 4 ondes eh bien, se développe de la même façon. 2 ondes de pompe, une onde signal, une onde conjuguée, et vous avez évidemment compensation des aberrations qui sont présentes sur le milieu signal. Le problème va être d'optimiser cette interaction, d'obtenir une réflectivité qui soit suffisamment élevée. Donc il faut beaucoup de gains. Il faudra optimiser le rapport des faisceaux entre la pompe et la sonde. Et puis aussi, dans tout milieu laser, eh bien, il y a des limites au niveau de la fluence du faisceau incident quand on est en régime impulsionnel.
il ne faut pas saturer le gain, donc il faut avoir du gain dans de bonnes conditions, à la fois sur le signal et sur le conjugué. Alors, on pourra, dans le milieu laser, réaliser de façon efficace cette boucle, à savoir l'utilisation des deux matériaux laser à gain. Dans le principe, un seul matériau laser pourrait satisfaire, néanmoins on montre qu'il faut plutôt plus de gains, donc c'est pour ça que dans la boucle on rajoute deux milieux à gain, et dans ces conditions-là, la cavité, encore une fois, s'auto-organise pour générer le conjugué de tout signal incident. Alors on pourrait croire que l'interaction est instantanée, qu'il n'y a pas de constante de temps associée. En fait, il y a un temps de réponse à ce réseau de gains qui est certes dynamique, mais encore une fois, il faudra tenir compte en fait de la durée de vie de l'inversion de population. La durée de vie du niveau excité, c'est de l'ordre de 100, 200 microsecondes, voire millisecondes dans certains milieux à gain. Et en fait, ça sera le temps d'établissement du réseau, au même titre que les autres constantes de temps qu'on a vues dans les différents matériaux photoréfractifs ou bridois. Donc je ne vais pas aller dans le modèle, mais juste montrer qu'effectivement, Arnaud Brignon a fait beaucoup de ces expériences en mélange à 2 ondes, à 4 ondes, avec dans la boucle 2 milieux à gain, générer du gain sur le signal conjugué et montrer qu'effectivement, dans ces conditions-là, toute aberration, voire les effets de lentille thermique du milieu à gain lui-même, qui sont importantes, étaient parfaitement compensés, et ceci avec une très bonne fidélité. Il faut du gain, c'est-à-dire qu'il faut des gains laser de l'ordre de 5 à 6, donc il faut pomper efficacement, soit avec des flashs, et aujourd'hui on peut le réaliser avec un pompage par diode. Donc vous voyez que la réflectivité, par exemple, ici est de 4, donc supérieure à l'unité, ce qui permettra de démarrer des effets d'oscillation cohérentes. Peut-être juste pour terminer en 1 minute, mais on le développera certainement un peu plus la semaine prochaine, montrer qu'on peut faire de la génération d'ondes conjuguées, mais sans optique non linéaire, et c'est aussi extrêmement intéressant. Alors, encore une fois, on montre sur ce schéma l'onde qui se propage dans le milieu aberrant, et on sépare les fonctions. On se dit, finalement, je vais enregistrer l'hologramme. Ça, c'est une onde cohérente qui interfère avec une référence. Et on enregistre l'hologramme sur une caméra CCD, une caméra CMOS, qui comporte aujourd'hui des millions de pixels. Donc on aura une résolution de l'image qui est tout à fait acceptable. Et cet hologramme, en fait, on va le réimprimer tout de suite sur un écran à cristal liquide qui se comporte en fait comme un réseau de phases dynamique qui fonctionne à la cadence 100 Hz de l'image télévision. Donc c'est la notion de modulateur spatial bidimensionnel sur lequel on imprime la loi de phase qui diffracte non pas l'onde signal, mais au contraire sa conjuguée. Et ça, on sait manipuler évidemment le signal qui sert à imprimer la loi de phase sur le modulateur. Et ça, c'est une notion extrêmement intéressante pour, on le verra, la mise en phase de réseaux de fibres, voire de sources. Bon, pour conclure sur ces généralités et les propriétés spécifiques à la conjugaison de phase, vous voyez qu'il y a une très grande diversité. Et finalement, il y a une physique très riche de tous ces mécanismes non linéaires. On mélange à la fois l'optique cohérente, les ondes interfèrent. Il y a beaucoup de réseaux qui se superposent dans le volume de ce matériau. On est dans le visible, on peut être en régime pulsé ou continu. Il y a le problème du temps de réponse des matériaux et voir dans quelle mesure cette interaction est efficace avec des réflectivités qui sont supérieures à l'unité. La modélisation complète peut être extrêmement complexe parce que dès qu'il y a milieu non linéaire, eh bien, il y a souvent un problème qui est à la fois spatio-temporel et des instabilités à la fois dans le domaine spatial et dans le domaine temporel du dispositif. Donc ça, c'est un régime qu'il faut évidemment éviter.
Et puis aussi, toutes ces formules simples qu'on a données, c'est au début de l'interaction, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop considéré la déplétion de pompe, c'est ce qui passe à saturation. Toute la pompe peut se dépléter dans la direction du signal ou de son conjugué. On montrera la semaine prochaine qu'il y a des alternatives à l'optique non linéaire et c'est lié à l'optique adaptative, plus du traitement numérique, donc c'est un petit peu le prix à payer alors que l'optique non linéaire fait tout de façon dynamique. Et ce qui est certainement un point acquis et essentiel maintenant en optique et en photonique spatiale, donc dans le domaine des images, des fronts d'onde complexes, eh bien c'est la maîtrise très bonne de la phase, de l'amplitude du front d'onde sur un très très grand nombre de pixels. Sur des millions de pixels, on a maintenant une bonne dynamique, on sait contrôler avec précision le niveau de la phase, et ça ouvre vraiment des applications importantes dans tout le domaine de correction des aberrations, de mise en forme des faisceaux laser. Et à Thalès, où on est beaucoup dans le domaine du radar et de l'acoustique, donc on dit qu'on est maintenant presque dans un régime d'antenne optique, c'est-à-dire qu'on a à notre disposition beaucoup de pixels, et pour chaque pixel, on est capable de contrôler, maîtriser amplitude et phase de l'élément rayonnant, si on peut dire. Voilà, pour terminer cette première séance.